Jacques-Antoine nous propose aujourd'hui une affaire qui fit grand bruit en Angleterre l'année 1961 et qui risque de vous étonner beaucoup. Mais ce qu'elle a de plus étonnant, c'est moins sa chute, que je vous conseille pourtant d'écouter car elle vous surprendra, que la façon dont l'affaire fut ressentie par deux journaux totalement différents. L'un qui utilise très peu de documents et l'autre qui utilise beaucoup de photographies. Jacques-Antoine a donc choisi de vous raconter cette affaire en utilisant le texte du premier journal, puis, après chaque paragraphe, de commenter les photographies et les légendes qui lui correspondent à peu près dans l'autre journal. C'est très amusant, vous allez voir. Cela dit, je vous demande de ne pas perdre de vue que ce dossier est réellement extraordinaire. Les dossiers extraordinaires. Je commence par vous lire le texte du premier journal. Le 31 décembre 1960, en Angleterre, le sergent-major de l'US Air Force, Willis Eugène Bochers, est très déçu. Il aurait dû passer la veillée du Nouvel An avec sa femme et ses 3 enfants en Écosse, dans la maison de sa belle famille. Hélas, sa permission vient d'être annulée à la dernière minute. Le sergent-major, que nous appellerons Willis, a 29 ans. Il doit encore servir 8 mois avant d'être démobilisé et de retourner, s'il le désire, aux États-Unis. C'est un homme de petite taille, mais sympathique, yeux bleus, cheveux en brosse, c'est la mode à l'époque. Il porte un uniforme que vous connaissez, celui des sous-officiers, la veste bien coupée, 3 rangées de médailles pour honorer ses exploits en Corée, et la casquette plate destinée à donner à ceux qui la portent l'apparence de la rectitude et de l'autorité. Willis et sa femme, qui est écossaise, forment un couple heureux. Le dernier de leurs enfants, George, est né 15 jours plus tôt. C'est la raison pour laquelle sa femme se trouve en Écosse, elle est allée y accoucher et reste pour s'y reposer. Willis comptait aller les rejoindre là-bas. Le voilà seul dans l'appartement, ce dernier jour de décembre, alors que tout le monde se prépare pour le réveillon. Vers 18 heures, il décide de se rendre à la base américaine de Wethersfield pour toucher sa solde, dîner et boire un verre. Il y reste environ 5 heures, mange en tout et pour tout un œuf, et s'achète une bouteille de vodka avant de rentrer seul à son appartement. Voilà, ceci est une version, celle qu'on peut lire dans le premier journal. Rien n'est faux, pas un détail n'est inventé. Mais voici d'autres détails qui nous sont fournis par les photographies et les légendes de l'autre journal. J'espère que cet exercice va commencer à vous amuser. Cela dit, je vous demande encore une fois de ne pas perdre de vue que ce dossier est réellement extraordinaire. Alors d'abord, le physique de Willis. Ah ben oui, il est petit. Mais quand on est petit, la casquette plate des sous-officiers de l'Air Force donne vraiment l'impression de n'être retenu que par les oreilles. Le photographe, nettement plus grand que lui, a surtout photographié la visière, de sorte que Willis disparaît sous un monument de toile et de cuir, la visière formant au vent. On aperçoit ses yeux, qui sont peut-être bleus, comme 2 points brillants dans l'ombre. En ce qui concerne les rangées de médailles, il s'agit, vous le savez, de ces insignes débités au maître, de sorte que, sans vouloir diminuer son mérite, elles ne désignent pas forcément un héros authentique, mais peut-être simplement un soldat qui a participé sans éclat à un grand nombre de campagnes ou de missions. Alors c'est vrai qu'il ne lui reste que 8 mois à faire pour être démobilisé, mais il en est à son 2e engagement de 3 ans, donc c'est un soldat de métier. Enfin, il fait partie d'un escadron de maintenance, c'est-à-dire qu'il entretient du matériel. Venons-en maintenant à d'autres remarques. La maison en Écosse, ce n'est pas un antique castel, comme on pourrait le croire, mais une maison préfabriquée dans une ville industrielle, ce qui néanmoins ne diminue pas le respect que nous devons aux parents de sa femme. Sa femme, alors là, tout dépend du point de vue auquel on se place. Par rapport au Willis, que vous pouviez imaginer au début, elle n'est pas terrible. Par rapport à celui que vous imaginez maintenant, elle est pas mal.
Et par rapport à celui que vous allez imaginer dans quelques secondes, elle est vraiment bien. Visage ouvert, plutôt grande, bien faite, l'air d'une bonne ouvrière anglaise, toute prête à s'embourgeoiser. Maintenant, un dernier détail qui jette un éclairage particulier et dont je vous demande de peser l'importance. Est-ce que vous savez pourquoi il a mangé un œuf? Eh bien, parce qu'on vient de lui arracher plusieurs dents de devant. Ah, ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Mais lorsqu'on vous arrache plusieurs dents, outre que cela signifie qu'elles n'étaient pas bonnes, ou qu'elles ont été trop longtemps mal soignées, cela signifie aussi que vous n'êtes pas très beau à voir. Surtout avec la casquette plate à visière de l'armée aérienne des États-Unis d'Amérique. Mais attention, c'est un aspect momentané. Un jour, on va lui remettre des dents, c'est prévu. Et il sera beaucoup mieux, le brave Willis. N'empêche qu'au moment où cette incroyable affaire a lieu, il ne paie pas de mine. Alors, la vérité, où est-elle? Puisqu'il est déjà difficile de se faire une idée précise sur le physique définitif du personnage principal, difficile de déterminer en quelque sorte la catégorie d'individu à laquelle il appartient. Reprenons maintenant le texte du premier journal. Donc Willis rentre chez lui sagement, sa bouteille de vodka sous le bras. Après avoir bu quelques petits verres, sans sa famille autour de lui, l'appartement lui semble intolérablement vide. Il pense à tous les gens dehors qui s'amusent et se sent abandonné. Aussi décide-t-il de rejoindre la foule bruyante et joyeuse dans les pubs de la ville. Il fait donc quelques pas dans la rue et entre au bar Bel Hôtel. À la même heure, une jeune fille de 20 ans, du nom de Jane Constable, accompagnée d'un ingénieur anglais, David Salt, décide d'aller boire un verre au Bel Hôtel. Jane Constable est une jolie fille aux yeux très clairs, à la magnifique chevelure noire. Elle est habillée d'un manteau de fourrure blanc et noir, dont elle est assez fière. Ses parents sont un couple tranquille et respectable qui habite une maison fleurie et soignée à Elstead, dans l'Essex. C'est donc au bar Bel Hôtel qu'ils se retrouvent tous les trois, le jeune ingénieur, Willis et Jane Constable, que nous appellerons Jane. « Hé, c'est chouette de vous voir, dit Willis. En effet, lui et la jeune fille se sont connus fortuitement il y a 3 mois. Qu'est-ce que vous prenez? Je voudrais une vodka avec un tonic, répond la jeune fille en présentant le jeune ingénieur à Willis. Et le paragraphe du journal conclut, c'est le début d'une soirée animée, vodka après vodka, ils dansent, en faisant passer les succès du jour dans le jukebox. Idyllique. Maintenant, venons-en à la version qui ressort des légendes photographiques de l'autre journal. Jane, qui travaille dans une usine de plastique, a la réputation d'une jeune fille qui aime les GI et les émotions fortes. De ce fait, elle passe ses soirées à danser à la base américaine. Cela n'aurait pas été du goût de ses parents qui ignorent donc totalement sa conduite et la croient ce soir-là dans une partie chez des amis très respectables à Londres. Le jeune ingénieur finalement nous paraît si jeune sur la photo que nous nous renseignons. Il n'a que 20 ans. Ce n'est donc pas un jeune ingénieur mais un futur ingénieur. Un apprenti ingénieur, enfin bref, un étudiant dans une école technique. Mais voici plus caractéristique comme émission du premier journal. La jeune Jane a passé 2 heures seule au début de la soirée à chercher dans les pubs et les dancing un GI qui aurait pu l'emmener à la base où elle espérait passer la soirée. Mais, comme l'expliquera l'un d'eux, elle n'a trouvé personne car nous avions déjà presque tous une fille avec nous. Le jeune ingénieur n'est donc pas un fiancé ou un ami de longue date, mais un pis-aller britannique qu'elle accueillit une demi-heure plus tôt. Revenons au texte du premier journal. Lorsque la soirée est très avancée, le pub ferme et Willis propose à ses 2 amis de poursuivre la soirée chez lui pour continuer à boire et à danser. Oh, n'essayez pas, chers amis, d'imaginer vous-même ce que va être cette nuit de réveillon, car vous risquez de vous tromper. C'est à la fois beaucoup moins orgiaque qu'on pourrait le supposer, sans être non plus très décent. Et surtout, c'est à la fois d'une banalité désolante et une affaire criminelle vraiment extraordinaire.
Je vous disais donc, chers amis, n'essayez pas de vous imaginer ce que va être cette nuit de réveillon pour ce trio, car vous risquez de vous tromper. C'est à la fois beaucoup moins orgiaque qu'on pourrait le supposer, sans être non plus très décent, et surtout, c'est à la fois d'une banalité désolante et une affaire criminelle vraiment extraordinaire. D'abord, il passe les grands succès du moment sur un électrophone, mais tellement fort que les voisins du dessus et du dessous s'en plaignent. Ensuite, tandis que Willis, après avoir dansé avec Jane, quitte quelques instants le salon, il arrive entre le jeune ingénieur et Jane, ce qui devait arriver. S'il y avait un commentaire à faire, c'est que c'est vraiment vite fait, mais ils ont dû boire beaucoup de vodka et ils n'ont que 20 ans l'un et l'autre. Vous noterez au passage que le jeune ingénieur prétendra par la suite que Jane lui avait fait des avances. Il faut espérer que ce détail revêtait une certaine importance pour l'enquête, sinon il ne nous paraît ni galant, ni très utile, et même pour tout dire, saugrenu. Abordons maintenant le moment où les actes deviennent obscurs dans leur motivation. La nature humaine, sous l'emprise de la fatigue et de l'alcool, se laisse deviner sans toutefois se dévoiler totalement. C'est le moment, en effet, où Willis propose, paraît-il, aux deux jeunes gens de leur faire visiter son appartement. En fait, il s'agit de l'appartement de Willis et de sa femme. Il y aurait donc beaucoup à dire, mais nous ferons comme le journal insipide qui relate l'affaire, nous ne dirons rien. Lorsqu'ils atteignent la chambre à coucher, Willis laisse à nouveau les deux jeunes gens seuls. Très aimable, car s'ils font les choses vite, ils peuvent, vu leur jeune âge, les faire souvent. Ce qui est moins aimable, surtout quand on sait que ça se fait vite, c'est de les déranger comme le fait Willis pour aller chercher de l'eau de Cologne dans la salle de bain. Après minuit, Willis demande au jeune couple s'il a l'intention de passer la nuit dans l'appartement. Affirmatif. Donc Willis, toujours aimable, place un matelas et des couvertures en face du feu dans le salon. Le trio s'y assoit pour un moment, devisant gaiement. En réalité, la conversation doit être assez décousue. Chacun doit suivre son propre discours, ses propres pensées, ses propres fantasmes. Et il devrait exister un mot pour désigner ce type de conversation dans laquelle chacun devient ce qu'il est sans se préoccuper de ce que sont les autres. D'ailleurs, à un certain moment, la jeune femme, qui ne doit plus avoir qu'une seule idée en tête, un seul objectif, un seul désir, sans se préoccuper des deux hommes, se déshabille, s'enroule dans une couverture et s'endort. L'unique lien entre le jeune ingénieur et le sous-officier édenté de l'US Air Force ayant momentanément cessé d'exister, ils se regardent bientôt en chien de faïence et s'endorment à leur tour sur place. Willis sur le tapis et le jeune ingénieur, après s'être en partie déshabillé, sur le matelas à côté de Jane. Au bout d'un moment, le jeune ingénieur change d'avis. Il se rhabille, enjambe la jeune fille, qui paraît assez bien endormie, et réveille Willis, qui paraît tout à fait sobre, pour lui demander où il pourrait trouver un taxi, car il a décidé de rentrer chez lui. Ce qu'il fait. Mais tout ceci est ce qui ressort de la déclaration du jeune ingénieur. Voici la déclaration de Mme Clara Miller, femme d'un sergent de l'US Air Force qui demeure dans l'appartement du dessus. Elle entend alors pleurer une femme. C'était comme un sanglot. Et j'entendis quelque chose comme « Vous m'aimez » ou « Vous ne m'aimez pas », mais c'était étouffé, comme si elle tenait un mouchoir, dit la voisine. Plus tard, deux experts crurent qu'il s'agissait plutôt d'une sinistre exclamation dans le genre « Vous me blessez » ou même « Vous m'étouffez ». Ce qui ressort des déclarations de Willis n'est guère plus clair. En tout cas, moins clair que dans l'esprit du jeune ingénieur. Il se revoit, montrant à ses amis la chambre à coucher, plaçant un matelas par terre pour lui-même. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, il a déjà reçu des gens comme cela. Puis il se souvient que Jane s'endort sur le matelas où elle est assise. L'autre copain et moi prenons encore quelques drinks, et je dois m'endormir, non pas m'endormir, mais partir, m'évader, dira-t-il. La chose suivante dont il se souvient, c'est que le copain le réveille pour lui demander où il pourrait trouver un taxi. Quand le jeune ingénieur est parti, Willis se couche sur le bord du matelas. Jane est endormie, dit-il, et je m'allonge à côté d'elle. La chose suivante dont je me souviens, c'est que quelque chose me griffe. J'ouvre les yeux, Jane est couchée sous moi, et j'ai mes mains autour de sa gorge. Elle est morte. Cela m'a dégrisé, prétend Willis. On serait tout à fait enclin à l'admettre, s'il n'y avait pas la suite. D'ailleurs, il ajoute « Je suis épouvanté, je ne sais plus quoi faire ». Il faut admettre que son cerveau, paralysé de terreur et d'alcool,
lui dicte une conduite pour le moins bizarre. Complètement paniqué, il s'imagine qu'il doit la déguiser. Il doit faire en sorte que personne ne la reconnaisse. Ses cheveux, voilà ce qu'il faut. Il a entendu des gens s'extasier sur la beauté de sa chevelure. Donc, c'est ce qui permettrait le plus facilement de l'identifier. Alors, il lui coupe les cheveux jusqu'à ce qu'ils soient en brosse et il les brûle. Ensuite, il s'imagine, Dieu sait pourquoi, que le corps a besoin d'être nettoyé. Et oui, il soulève le cadavre, le transporte dans la baignoire, le lave minutieusement. Après quoi, il se met en devoir de l'habiller et le dépose soigneusement sur le sol de la chambre à coucher. Enfin, il remet l'appartement en ordre, si l'on peut dire, puisqu'il reste un cadavre dans la chambre, et s'effondre sur le matelas, où il s'endort irrésistiblement. Lorsqu'il s'éveille, d'abord il fait grand jour, ensuite il a un mal de tête épouvantable. Enfin, il a l'impression qu'il s'est passé dans la nuit quelque chose de désagréable, comme un cauchemar dont il a du mal à se souvenir. Le visage d'une jeune fille morte lui revient, et il s'établit dans son esprit une relation entre ce visage et la chambre à coucher. Mais il est tellement convaincu qu'il s'agit d'un cauchemar, qu'il attend longtemps avant de se lever pour aller tout de même jeter un coup d'œil dans la chambre. Lorsqu'il entr'ouvre la porte, il ne voit pas le lit, mais il a un coup au cœur en apercevant des vêtements dans la salle de bain. Alors il ouvre en grand et découvre Jane Constable allongée sur le lit. Elle est morte, et il reconnaît le visage de son cauchemar. Lorsqu'il passe devant la glace, il voit qu'il a des griffures sur le visage. Tout cela est bien étrange. Mais la suite ne le sera pas moins. Écoutez. Le 3 janvier 1961, dans la campagne anglaise, un chauffeur de camion trouve, dans un buisson de roses sauvages, le cadavre d'une jeune femme qu'on identifie rapidement comme étant Jane Constable. Considérant les amitiés de la victime avec les GI, la police américaine de l'US Air Force est sollicitée pour aider Scotland Yard. Ce n'est pas long. Après une série d'interrogatoires, dès le lendemain soir, Willis, vu ses égratignures sur le visage, est inculpé de meurtre. Une anecdote curieuse. En Écosse, sa femme regarde la télévision d'un œil distrait lorsqu'elle entend un journaliste déclarer « Un soldat de la base américaine de Waterfield vient d'être arrêté pour meurtre ». Elle jette un regard pour voir les images d'un homme escorté de policiers dont la tête est couverte d'un manteau. Elle dit à son frère « Tiens, un Yankee qui vient d'être arrêté ». C'est alors qu'on frappe à la porte. La police locale vient l'avertir que son mari est accusé de meurtre. L'homme sous le manteau, c'était lui. « L'horreur me coupa le souffle, dit-elle. Ma tête tournée, je m'effondrais. » Mais revenons auprès de Willis. Après quelques mensonges plutôt naïfs, il avoue la vérité. Il n'a pas osé prévenir la police, mais tenté de dissimuler son crime. Il a fait laver les draps du lit, brûler le manteau de fourrure, a dépouillé Jane de sa bague, de sa montre, qu'il a placée dans son sac à main et jeté très loin de chez lui. Mais le cadavre était toujours là, avec lequel il a vécu pendant 48 heures. Finalement, craignant le retour de sa femme et de ses enfants, il a pris son courage à deux mains et un soir, il l'a enveloppé dans un manteau et, le portant sur son épaule, l'a descendu dans sa voiture, l'a conduit dans la nuit jusqu'à un lieu très isolé où il s'en est débarrassé. C'est là que l'affaire devient étrange. Nous passons sur un détail d'ordre purement juridique. L'US Air Force avait voulu qu'il soit jugé en cour martiale. Les autorités britanniques ont repoussé cette requête et c'est donc dans la salle du tribunal surpeuplé des assises de l'Essex que Willis va comparaître quelques semaines plus tard. Il est habillé d'un parka bordé de fourrure, de bottes et d'un costume de combat verdâtre. Il se tient droit et rigide dans la salle du tribunal surchauffée. Il faut savoir que l'opinion publique est alors très curieuse et très divisée. Pour les uns, Willis dit la vérité, il a tué dans une sorte d'état de somnambulisme provoqué par l'abus de l'alcool. Pour les autres, il n'est qu'un vulgaire criminel qui a été constamment conscient de ses actes. Mais, de toute façon, les uns et les autres sont curieux de connaître l'opinion des jurés. Willis plaide non coupable. Il parle d'une voix faible, difficile à entendre. Il dit au jury qu'il ne sait pas comment Jane Constable mourut, et ajoute « Il n'y avait entre nous ni querelle, ni autre raison. À aucun moment je ne fis d'avance sexuelle et n'eus le désir de la tuer, ni de lui faire du mal. Je ne peux jeter aucune lumière sur la manière dont j'ai eu des marques sur la figure. Je ne sais rien de plus sur la façon dont Jane a pu recevoir la mort que ce que j'ai dit à la police. Il admet qu'il a ensuite été pris de panique, mais les actes aussi stupides que criminels qu'il a accomplis alors l'ont été sous l'emprise de l'alcool. Par contre, il admet avoir été parfaitement sobre
lorsqu'il a jeté le corps dans la campagne. Donc, déclare l'accusation, vous saviez exactement pourquoi vous jetiez ce corps dans un buisson. Oui, monsieur. Et que ce soit sous l'emprise de l'alcool ou non, lorsque vous avez coupé les cheveux, que vous avez transporté le corps dans la salle de bain, dans la chambre à coucher, il s'agissait bien d'une tentative stupide, certes, mais calculée, de cacher un crime. Oui, monsieur. Et quel crime pensiez-vous avoir commis? Le seul évident, monsieur. Et lequel, pour vous, est évident? Que je venais de tuer une femme. Donc, vous pensiez que c'était un crime de tuer quelqu'un, même en étant fermement endormi? Oui, monsieur. Je pensais que tuer de quelque façon que ce soit est un crime. Mais bien entendu, la défense ne l'entend pas de cette oreille. Tuer lorsqu'on est inconscient que l'on tue n'est pas un crime. Et Willis lui-même se trompait. Il faut donc déterminer d'abord s'il est possible de tuer en état de somnambulisme, et si oui ou non, Willis l'a fait. Alors là, selon le premier journal, on imagine qu'une série de graves experts cités par la défense viennent expliquer que tuer en état de somnambulisme est en effet une chose possible et que nous sommes dans ce cas. Car si l'assassin porte des griffes sur le visage, elles n'ont peut-être rien à voir avec le crime. Donc, la jeune femme ne s'est peut-être pas beaucoup défendue. Et l'acte lui-même peut ne pas avoir réveillé le somnambule. Toujours d'après ce journal, on imagine que la défense, dans sa cohérence, fait remarquer que les actes stupides d'un homme ivre qui ont suivi devenaient par la suite totalement impossibles à expliquer à la police. En effet, si un homme qui a tué en état de somnambulisme peut aller avertir la police en espérant que sa bonne foi sera reconnue, il lui devient impossible de le faire s'il a coupé les cheveux du cadavre, s'il l'a lavé, déplacé, etc. Il faut donc comprendre que lorsque Willis est revenu totalement à la raison, il se trouvait dans une situation inextricable. Il faut donc l'acquitter. Telle est du moins la thèse que le premier journal croit pouvoir retirer des débats. Si on lit alors l'autre journal, on s'aperçoit que la déposition des experts n'est pas du tout aussi claire. Quand le juge leur demande si l'on peut tuer en état de somnambulisme, ils répondent que ça leur paraît aux limites du possible. C'est donc improbable, mais pas impossible. Quand ils leur demandent si à leur avis Willis a tué en état de somnambulisme, ils doutent que ce soit le cas. Quand il leur demande, car il a omis de se renseigner, s'il existe à leur connaissance des cas semblables ayant fait l'objet de rapports médicaux, les experts, qui décidément ont juré de ne pas se compromettre, répondent qu'ils n'en connaissent pas, mais que cela ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu. L'un des journaux dit que les jurés, en leur âme et conscience, ont rapporté le verdict après 1h50 de délibération. L'autre journal donne une version différente. D'après lui, après 2 jours de procès, le juge et les jurés, parmi lesquels une femme, se retrouvent face à face, sous l'œil inquiet de Willis et terriblement embarrassé. Selon ce journal, le juge regarde sévèrement les jurés et leur dit « Est-il dans les limites du possible que Willis ait bougé de sa position à côté de la jeune femme, retiré la couverture, enjambé son corps, saisi sa gorge dans ses mains et appliqué une pression conduisant dans l'inconscience à la convulsion et à la mort, sans qu'il ait été réveillé par ses propres exercices. Voilà quelle est la question, déclare le juge. Si Willis a étranglé pendant qu'il était endormi, ce n'est pas un acte volontaire, et cela lui donne droit à l'acquittement. Si le jury a quelques doutes à propos de son état de sommeil, cela lui donne également le droit d'être acquitté. Puis le juge à son tour se débarrasse du problème en le repassant au jury, qui après tout est là pour ça. On pourrait presque deviner sur son visage un sourire sarcastique lorsqu'il leur dit « Messieurs les membres du jury, vous utiliserez votre bon sens et vous déciderez de ce qui est réellement arrivé. » Vous voyez comme les jurés peuvent juger en leur âme et conscience, les pauvres. Leur âme et leur conscience leur conseillent quoi? Ils n'ont plus personne vers qui se retourner, eux. Alors, ils acquittent Willis, le sous-off édenté de l'US Air Force. Quand ils reviennent donner leur verdict, des cris incrédules fusent du public. Des scènes fantastiques ont lieu quand il sort en homme libre. La foule l'applaudit, des hordes de femmes qui espèrent l'apercevoir interrompent la circulation. Les officiers US lui donnent des poignées de main et des tapes dans le dos. Un escadron de policiers vient le dégager de la foule en délire. Willis déclare
Je ne peux croire que je suis un homme libre. La justice britannique est merveilleuse. En prison, je m'ennuyais de mes enfants. J'avais leurs photos dans ma cellule. Ma femme m'a pardonné. Nous allons revivre ensemble. C'est du moins ce que raconte un journal. L'autre nous dit au contraire qu'après être retourné seul en Amérique, Willis est congédié de l'armée. La déclaration officielle dit que son renvoi s'effectue dans des conditions tout autre qu'honorable. Les dossiers extraordinaires.